à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire numéro 26 WIMEC, webinaire consacré au projet DataMap, pour lequel nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Brice Touillet, pardon, je vais prendre le temps, professeur des universités à Nantes Université, directeur de l'UMR numéro 6554 CNRS, donc le LETG, pardon, et plus particulièrement de l'Institut de géographie et d'aménagement régional de Nantes Université. Donc, de son petit nom, l'IGARIN, mais Fabrice, tu me reprendras sur la prononciation peut-être. Et donc, Brice présente aujourd'hui le projet DataMap, qui est un projet donc qui n'est pas forcément sur des thématiques techniques, technologiques qu'on peut voir un peu plus traditionnellement traitées par WIMEC, parce que bien évidemment, dans les feuilles de route WIMEC, un des premiers défis que nous portons est bien lié à l'acceptabilité des technologies EAMR, parce que toute la technologie du monde, même très pertinente, si elle n'est pas acceptée par tous et en bonne intelligence, elle ne sert à rien, ça nous en sommes tous convaincus. Et c'est bien pour ça que cette priorité est vraiment placée en tête des défis WIMEC et donc que nous sommes ravis d'avoir des projets qui puissent traiter notamment des coactivités, du partage des espaces maritimes. Et donc, le projet DataMap aujourd'hui va vous parler de traitement de données liées à la pêche, d'analyse cartographique de ces données avec des notions d'analyse de cumul, de restriction spatiale et comment traiter notamment une certaine diversité de données. Je pense qu'il y a, notamment Brice abordera les notions de données Valpena et VMS, comment les articuler, leur donner un sens commun dans l'analyse. Avant de vouloir rentrer trop dans le détail et de commencer à dire des bêtises, je vais laisser la place aux experts. Donc, Brice, ce que je te propose, c'est que tu prennes la main sur la diffusion, que tu puisses projeter ton écran et que tu puisses démarrer ta présentation. Il faudra que tu débloques ton micro. Moi, je vais bloquer le mien. Ce que je vous propose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter dans la partie du chat en bas. Vous avez un bouton questions-réponses, vous les inscrivez. Et en fonction de la quantité, mais il est très probable que nous les prenions au fur et à mesure avec Brice. Et donc, je me ferai probablement votre porte-parole pour les remonter à l'oral. Donc, n'hésitez pas, on est là pour de l'interactivité. D'ailleurs, je dis même, vous pourriez les poser tout à fait volontairement. Et dans ces cas-là, je vous inviterai à activer votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Brice, c'est à toi. Eh bien, merci Thibaut pour cette introduction. Donc, c'est un plaisir pour moi de dire quelques mots sur ce projet DataMap aujourd'hui. Je vois quelques noms bien connus de moi là autour de l'écran. Donc, je vous accueille avec un plaisir tout particulier. Je te rassure aussi, Thibaut, la prononciation de l'Igarin, elle est multiple, hein. Certains disent Igaroun, d'autres Igarin, etc. Donc, il n'y a pas de souci. On accepte tout et toutes les prononciations sont bonnes. Donc, moi, je suis géographe, hein, effectivement, donc au sein pour la partie enseignement de l'Institut de géographie et d'aménagement, puis pour la partie recherche au sein d'un laboratoire qui est un laboratoire mixte du CNRS et de 3 universités dans l'ouest de la France. Donc Brest, Rennes 2 et Nantes, et c'est effectivement un laboratoire que je dirige. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet DataMap, qui est un projet financé dans le cadre de WIMEC. Et comme vous le voyez sur la diapositive, il y a 4 noms qui figurent sur ce diaporama, parce qu'effectivement, c'est une toute petite équipe autour d'un doctorant, puisque en fait, ce projet DataMap finance pour l'intégralité de sa subvention une thèse qui est celle de Gabriel Noiret. Et les 3 noms que vous voyez par la suite, incluant le mien, donc Lise, ma collègue Lise Bélanger, mon collègue Nicolas Rollo et moi-même, nous sommes tous les 3 les directeurs, co-directeurs de la thèse de Gabriel. Alors Lise est une collègue en mathématiques, statistiques de Nantes Université qui officie dans un laboratoire de mathématiques qui est le laboratoire de mathématiques Jean Leray, si certains le connaissent. Et Nicolas, il est dans la même unité que moi, il est géographe, géomaticien, et voilà. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout d'abord, en apportant peut-être quelques informations générales sur le contexte. Alors, j'imagine qu'autour de l'écran, vous connaissez très bien ce contexte, même peut-être mieux que moi.
On est dans un contexte où l'éolien en mer prend un essor considérable, avec une très nette accélération qui est attendue dans les années qui viennent. Et on cherche, bien entendu, à faire de la place, à trouver des zones pour développer cette technologie donc de l'éolien en mer. Et aujourd'hui, le fait d'identifier ces zones, de trouver de la place, et bien souvent, ça constitue, comme Thibault l'évoquait, un verrou, certes non technologique, mais un verrou majeur. Alors, il n'y a pas que la pêche. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de cette activité de pêche, puisque c'est le centre du projet Datamap, mais il y a d'autres verrous non technologiques qui sont liés, par exemple, aux résidences secondaires ou en tout cas aux questions d'aménité paysagère ou à d'autres usages de l'espace maritime. Donc, il ne faudrait surtout pas résumer l'ensemble de ces verrous non technologiques aux seules questions de pêche, même si la question des pêches est forcément très, très importante. Alors, le contexte, c'est aussi que, tout simplement, que ce soit pour la question de l'identification des zones pour l'éolien, mais aussi globalement pour d'autres problématiques où il s'agirait de définir des zones d'importance pour la pêche, ou en tout cas d'arriver à caractériser quelles sont les zones pratiquées par l'activité de pêche, eh bien, dès lors que l'on souhaite cartographier ces éléments-là, eh bien, on se rend compte que c'est un exercice qui est complexe. Pour une raison très simple, c'est que la pêche est une activité qui est mobile dans le temps, dans l'espace, et qui est variable d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, et d'une année sur l'autre, avec aussi des pratiques qui peuvent être et qui sont même différenciées en fonction des métiers qui sont pratiqués par les marins pêcheurs. Alors, dans ce c'est d'essayer d'améliorer le traitement et la cartographie des données pêche de façon à favoriser l'acceptabilité des ENR. C'est-à-dire qu'on fait un peu le pari que c'est en prenant mieux en compte les intérêts ici propres à la pêche, notamment à travers cette cartographie améliorée, on peut peut-être un peu plus susciter l'adhésion, ou en tout cas parfois limiter le rejet ou en tout cas les risques qui peuvent être vécus, perçus par les pêcheurs par rapport au développement de ce type d'activité. Et plus concrètement encore, on décline cet objectif un peu général en deux principaux axes de recherche à visée opérationnelle. Le premier concerne l'exploration de la combinaison de différents jeux de données qui permettent justement de caractériser dans l'espace cette activité de pêche. Et le deuxième axe qui vise à proposer finalement des méthodes de représentation cartographique qui soient adaptées aux pêches maritimes et notamment à leur caractère dynamique. Alors, il est vrai, peut-être juste pour faire un point rapide là-dessus, sur le deuxième élément, que quasi exclusivement, lorsque l'on représente les pêches maritimes, on le fait avec des modes de représentation qui sont très, très traditionnels, en 2D, sans aucune dimension dynamique. Donc, on est sur des productions cartographiques statiques, et ce qui pose toute une série, évidemment, de problèmes, ne serait-ce qu'en termes de restitution et d'interprétation des résultats pour une activité mobile, comme je l'indiquais ou comme je le rappelais un peu plus tôt. Alors, c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans désormais, puisqu'il a démarré en septembre 2021 et qui va encore s'étaler sur un peu plus d'une année, puisqu'il est prévu pour terminer en décembre 2024. Alors, on aura sans doute un peu de retard, donc on a déjà commencé un peu à discuter avec WIMEC pour voir si on pouvait éventuellement rallonger un tout petit peu la durée de ce projet. En termes de partenariat, bon, c'est assez simple, hein. On a un partenariat scientifique qui est constitué à la fois du laboratoire de mathématiques Jean Leray de notre collègue Lise Bélanger-Huzy, du laboratoire à l'ETG, qui est mon laboratoire et celui de Nicolas Rollo également, et de Gabriel Noiret. Et enfin, l'IUML, qui est la fédération de recherche qui vient dynamiser, mettre en musique l'ensemble des recherches dans le champ mer et littoral sur la place nantaise au sens très large. On a aussi, d'un point de vue opérationnel, des représentants des deux secteurs finalement de la Loire, donc le COREPEB. On a aussi souhaité élargir, non pas le partenariat, mais en tout cas le travail collaboratif
en ouvrant notamment un certain nombre de nos copiles à des entités observatrices. Vous les voyez listées ici à travers les logos, donc je vais pas toutes les citer, mais globalement, on a soit des administrations ou des services de l'État ou des établissements de l'État, ou encore des entreprises qui sont intéressées par les questions énergétiques, ou encore des représentants, là aussi, de la filière pêche, un peu partout en France d'ailleurs. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet, je vais vous faire une restitution tout d'abord des grands types de données. Alors, ces grands types de données, s'il fallait simplifier les choses, on pourrait dire qu'il y a deux grands principaux protocoles d'acquisition de données géographiques sur la pêche. Le premier grand protocole d'acquisition, il repose sur une collecte de données en flux continu. Alors, généralement, ici, on va parler de la donnée VMS, donc Vessel Monitoring System, ou encore de la donnée AIS, Automatic Identification System, ou encore de la donnée SpationAV, qui est une donnée de surveillance, notamment de la zone côtière du territoire. On peut aussi avoir toujours en flux continu de la donnée manuelle, donc des données issues des Vessel Trip Reports VTR ou encore des logbooks, même si évidemment les logbooks peuvent aujourd'hui avoir une version papier ou une version dite électronique, mais qui vont quand même nécessiter une partie au moins de saisie par, en l'occurrence, le déclarant, donc le pêcheur. Alors, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est une carte bien connue, j'ai envie de dire, en tout cas une copie écran, plus qu'une carte d'ailleurs, du site de Marine Traffic, qui va exploiter et va finalement diffuser, donner à voir les données AIS, qui vont concerner d'ailleurs différents types de navires, pas uniquement la pêche, puisqu'on a quasiment tout type de navire en fonction d'un seuil de taille qui va faire l'objet d'un emport pour des questions principalement de sécurité et de sauvetage, d'une balise lui permettant ensuite d'être repéré, positionné et donc cartographié. Donc ça, c'est un exemple de données acquises en flux continu, donc la donnée AIS. Une donnée AIS, d'ailleurs, qu'on peut aussi représenter ici sur le site de Global Fishing Watch à travers un carroyage. Hein, donc la donnée est tout simplement carroyée de façon à pouvoir faire ressortir des zones de navigation, en tout cas de présence plus ou moins importante dans le temps et bien sûr dans l'espace. Alors, aussi pour illustrer ces différents types de données, on peut prendre l'exemple des données VTR, ici aux États-Unis, hein, donc sur la côte est pardon, des États-Unis, avec un système de données qui est relativement proche de ce qu'on peut avoir avec les données logbook, même si parfois, comme c'est le cas ici, on a des données qui sont localisées de façon beaucoup plus fine en XY, ce qui permet d'avoir une connaissance un peu meilleure, nécessaire pour un certain nombre d'applications, pas forcément pour toutes. Hein. Ici, on ne va pas confondre les sujets entre les sujets, par exemple, de suivi des stocks et donc de suivi de l'effort de pêche ou de la pression de pêche exercée et des données de localisation à des fins d'aménagement ou de partage de l'espace maritime. Donc, on est là sur deux grandes catégories d'objectifs qui sont un peu différents. Le deuxième grand type de protocole d'acquisition de données géographiques sur la pêche, eh bien, ce sont des données qui sont acquises en fonction de collectes plus ponctuelles. Et ici, on a la mobilisation à bord, par exemple, de systèmes type GPS, hein, en tout cas des systèmes de positionnement par satellite, ou alors des observations ou des comptages qui sont effectués à partir de points fixes au sol ou lors de campagnes de survol aérien. Alors, ce que vous avez ici sous les yeux, c'est des productions issues justement de campagnes de survol aérien où on vient repérer la position des navires et puis un certain nombre d'informations, notamment sur le métier ou l'engin mobilisé par le navire. Toujours sur ces systèmes de collecte ponctuels, eh bien, on peut aussi avoir des comptages réalisés à partir de points fixes au sol. Et ici, c'est ce que vous avez restitué sur ces cartes-là, également localisées en Amérique du Nord. Vous avez également un certain nombre d'acquisitions de données qui se font via des enquêtes. Et c'est ce que vous avez ici sur l'exemple de FisherMap, donc en Écosse, qui est un système d'enquête généralisé qui permet de positionner les navires de pêche en fonction à la fois de plusieurs caractéristiques,
bien sûr le temps, mais aussi des engins ou des pratiques au sens un peu plus large. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a évidemment pas tout dit, hein. Je suis resté sur des éléments assez généraux, mais quand on regarde les choses d'un peu plus près, on se rend compte que dans le contexte français, si on veut rentrer dans le fond un peu plus opérationnel des choses, on a ces dernières années deux grands types de données qui ont été plus mobilisés que d'autres, et même nettement plus, pour toute une série d'applications, notamment pour les applications EMR, mais aussi pour la question des aires marines protégées, notamment tout ce qui est diagnostic socio-économique pour les sites Natura 2000, ou encore l'analyse du risque pêche, ou encore l'indemnisation, par exemple, lors des phases de travaux de construction des parcs éoliens. Bon, bref, on a plutôt et de façon très nette d'ailleurs, ces deux types de données qui se dégagent. Alors, toutes les petites images sont des illustrations des nombreuses études qui ont pu mobiliser l'une ou l'autre, d'ailleurs, jamais les deux, l'une ou l'autre de ce type de données. Ce que vous avez ici aussi, ça c'est tiré d'un site internet du gouvernement de Sa Majesté, donc en Grande-Bretagne, où il était question de l'utilisation des données Valpena, notamment dans le cadre des négociations post-Brexit, donc pour donner l'accès ou pas aux navires français dans la zone notamment des 6-12 000 ou encore dans les îles anglo-normandes. Alors, on s'intéresse d'un peu plus près donc à ces deux types de données, je vais d'abord commencer par les données VMS. Donc, on a des données qui appartiennent ici à l'État. Donc, en ce moment, le nom de l'administration, c'est la DG AMPA, donc la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. On met ici que les créateurs sont les pêcheurs, mais en fait, les pêcheurs sont juste les personnes qui embarquent finalement les balises à bord des navires. Et en termes de données un peu techniques, pour ce qui concerne les données VMS, on a une couverture temporelle sur l'ensemble de l'année, pardon, avec une fréquence qui est une fréquence d'acquisition de la donnée qui est horaire. Voilà, avec une transmission généralement qui se fait chaque jour, et puis une compilation dans des bases de données au niveau de l'État, avec éventuellement restitution en fonction des différentes demandes qui peuvent être réalisées. Alors, si on continue un petit peu cette description, la donnée VMS, c'est une donnée de positionnement avec chaque heure un signal qui est envoyé, un ping, qui vient donc donner l'heure d'émission, le jour, le mois et l'année, bien sûr, et puis associé à cette donnée, des coordonnées en longitude, latitude, et puis quelques autres données, dont notamment la vitesse instantanée du navire ou encore son cap. Cette donnée, par contre, ne contient pas d'autres données attributaires que ce que je viens d'indiquer. Donc, c'est-à-dire que la clé d'identification du navire, ça va être l'immatriculation. Et via cette clé d'identification, ensuite, il va falloir qu'on fasse un couplage pour éventuellement venir y associer des données attributaires, notamment concernant l'engin de pêche principal. Voilà. Alors ça se fait classiquement avec plusieurs bases de données, mais notamment la base de données du registre communautaire qui peut être mobilisée pour essayer d'identifier l'engin de pêche principal du navire pour lequel on a tous les pings qui ont été enregistrés. Alors c'est une donnée qui n'est pas confidentielle, mais qui est d'un accès très limité. Il faut avoir l'autorisation, bien sûr, des déclarants en tant que tels, en tout cas des personnes intéressées, mais aussi, bien sûr, des services de l'État. Et c'est une donnée, comme elle est nominative, qui est soumise à la confidentialité. Donc voilà. En termes de mode de représentation, comme on est sur une information ponctuelle, on peut à peu près tout dériver comme mode de représentation. Que ce soit de la carte carroyée, on peut rester sur du ponctuel, on peut passer sur de la carte de chaleur, etc. Et pour donner un aperçu de cette donnée-là, eh bien, on voit cette donnée brute ici, hein, avec ces points qui apparaissent, les points noirs. Et quand vous avez du blanc sur la carte, c'est tout simplement qu'il n'y a pas eu de ping, il n'y a pas eu de signal qui a été envoyé par la balise. Alors, ça peut donner lieu à des productions comme celle que vous avez ici sur la partie droite, hein, qui est un document qui est issu du document stratégique de façade de la façade nord-atlantique Manche-Ouest,
et qui vient justement positionner de façon globale l'activité de ces navires. Alors, le deuxième grand type de données qui a été identifié comme principalement utilisé pour ces applications opérationnelles, ce sont donc les données Valpena. Les créateurs de ces données-là sont les comités de pêche qui vont enquêter. On est ici sur un format de données qui est complètement différent, un type de données même, puisque ce sont des données d'enquête réalisées auprès des patrons pêcheurs. Voilà. En termes de couverture temporelle, eh bien, on est sur une donnée qui court tout au long de l'année, mais le pas de temps, il est mensuel. C'est-à-dire l'information qui est reconstituée, c'est l'information sur un mois donné, et on est sur une information de présence-absence à l'échelle d'un mois. Donc, par exemple, sur une petite zone géographique donnée, que le navire y soit allé une fois ou 25 fois dans le mois, on aura exactement la même information, à savoir présence le mois, mettons, le mois de juin. Donc, on est sur une fréquence temporelle qui est beaucoup plus réduite, puisqu'on est sur un pas de temps mensuel. En termes de temporalité, on est sur une information à l'échelle mensuelle pour chaque année. Et ce qu'on va travailler, c'est ce qui est récolté. Ce ne sont pas l'ensemble des zones qui font l'objet soit d'une navigation, soit d'une pêche, mais ce sont uniquement les zones de pêche. Et ça se fait sur la base d'un maillage qui a été spécialement créé pour collecter cette donnée, qui est une subdivision des rectangles statistiques du CIEM pour la partie Manche Atlantique. En fait, tout simplement, ça a été divisé en 130 unités, 13 en largeur et 10 en hauteur. Donc, ça donne à peu près 3000 marins de côté. Ça dépend effectivement de la latitude à laquelle on va se situer. Par contre, la spécificité de cette donnée, c'est que ça vient embarquer des données attributaires, c'est-à-dire que les enquêtes permettent de collecter en même temps des données sur les engins de pêche qui sont mis en œuvre, les espèces ciblées dans la limite de 3 maximum par engin, et puis toutes les données techniques sur le navire de pêche. Voilà. Alors, l'accès, il est fermé puisque c'est de la donnée qui co-appartient aux pêcheurs déclarants et au comité des pêches qui collectent cette donnée-là et pour lesquels ils engagent des moyens assez importants. Et après, cette donnée, elle peut être mobilisée dans le cadre d'un certain nombre de réflexions ou d'applications comme ce qui a été dit juste avant. Alors, la forme de la donnée, c'est celle que vous voyez ici en bas. Donc, on a une donnée carroyée, hein. C'est son format de collecte, donc c'est à minima son format de restitution, sachant qu'en termes de représentation, on peut soit la représenter sous une forme carroyée, soit éventuellement en procédant par exemple lissage ou carte de chaleur ou ce genre de choses. Alors, vous en avez aussi un aperçu là sur la partie droite. C'est une carte qui a été publiée dans l'hebdomadaire Le Marin il y a quelques années, donc peut-être l'aurez-vous déjà croisé à cet égard. Alors, je peux peut-être un tout petit peu préciser les choses pour la donnée Valpena, puisque vous dire que déjà, l'ensemble de la donnée fait appel ou alimente différentes bases de données. Alors, évidemment, on a une base sur les navires de pêche, on a une base concernant les engins, on a une base concernant les espèces, on a le référentiel géographique, et puis toutes ces informations collectées vont effectivement alimenter ces différentes bases avec un format de données qui est assez spécifique, puisqu'on est sur un format de présence-absence qui est la combinaison d'un navire, d'un mois et d'une année, avec une maille, un engin et une espèce ciblée. Alors, une fois que la donnée est collectée, elle est collectée d'ailleurs via une application informatique qui a été développée pour être utilisable sur n'importe quel navigateur web, donc qui permet de la saisie automatique finalement et de la mise en base automatique de la donnée. Donc, dès que la donnée est saisie, elle est mise en base. Et ensuite, elle peut être traitée en fonction d'un certain nombre d'indicateurs qui ont été développés et normalisés de façon à ce qu'on ait une exploitation homogène de ces différents types de données. Et via la plateforme Valpemap, qui est l'outil de collecte de données, il y a un certain nombre de traitements qui sont possibles et qui peuvent permettre d'aller même, pour certains indicateurs, jusqu'à la restitution sous une forme cartographique. Donc voilà pour un peu plus de détails sur les deux grands types de données.
Alors, si on synthétise un petit peu les points forts et les points faibles de chacun des types de données, on peut le faire selon deux logiques. La première, c'est en observant ce qu'on peut appeler la qualité technique de la donnée. Alors, cette étape de qualification de la donnée, elle est particulièrement importante. Et là, je le fais à deux niveaux. Donc, d'abord, c'est vraiment la qualité technique et ensuite, on le fera au regard des applications EMR. Alors, pour partie, mais ça ne recoupe pas complètement, pour partie, ça recoupe ce qu'on peut qualifier de qualité interne et de qualité externe, à savoir la qualité interne, ce qui est décrit là par la littérature, c'est la qualité intrinsèque de la donnée, donc ça ressemble un peu plus à sa qualité technique, tandis que la qualité externe, c'est la qualité d'une donnée eu égard à un usage pour lequel elle n'a pas été conçue, finalement. Hein. Si j'en parle ici, si je fais cette mention, c'est que typiquement, la donnée VMS est une donnée qui n'a pas été conçue à des fins d'apporter de l'information dans le cadre de réflexion sur le partage de l'espace maritime avec l'éolien ou avec autre chose. C'est une donnée qui a été conçue et qui est collectée à des fins de surveillance des pêches, de voir si les pêches se font dans des zones où elles peuvent se faire, ou si les navires qui pêchent ont la licence ou le droit de pêcher, etc. Donc on est bien sur un registre de qualité externe, alors que pour la donnée Valpena, effectivement, cette donnée, elle a été collectée exclusivement à cette fin et elle ne serait, autant elle est opératoire, et on va le voir dans un instant pour ces applications-là, autant elle serait d'un intérêt beaucoup plus limité, voire quasi nul, pour des questions d'évaluation des stocks, tout simplement parce que ce n'est pas une donnée qui permet de mesurer de l'effort de pêche, elle n'a pas été faite pour ça, ni même pensée pour cette application. Alors, si je reviens au fond de mon propos sur la qualité technique, alors je ne vais peut-être pas tout passer en revue, hein, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont positionnées en vert. Donc là, c'est plutôt des points positifs. En orange, c'est plutôt des points un peu mitigés, on va dire. Et puis en rouge, c'est des points un peu plus critiques. Alors, ce qu'on peut repérer, c'est que, évidemment, en termes pour ne prendre que quelques exemples dans ce tableau, en termes de résolution spatiale, la donnée VMS est nettement plus intéressante que la donnée Valpena, puisque la résolution spatiale, elle est relativement moyenne sur la donnée Valpena. On est sur des mailles de 3000 nautiques de côté. En termes de résolution temporelle, c'est la même chose. C'est très élevé pour la donnée VMS, puisqu'on est sur un pas de temps horaire, alors qu'on est sur un pas de temps un peu avec une granularité moyenne à l'échelle du mois pour la donnée Valpena. Par contre, en termes de couverture de la flotte, jusqu'à présent, on est sur un taux d'équipement qui est relativement faible pour ce qui concerne la VMS, puisqu'on est aux alentours de 20%, avec des variations qui peuvent être assez importantes d'une région à l'autre, bien sûr, alors qu'on est plutôt aux alentours de 80% pour ce qui concerne la donnée Valpena. Alors, il y a autre chose qu'il faut voir aussi, c'est que la donnée VMS, c'est une donnée qui vient qualifier la présence d'un navire sur une zone géographique. Et donc, il faut réaliser un certain nombre de pré-traitements pour en déduire les zones de pêche. Alors, généralement, cette distinction entre la navigation et la capture, elle se fait à partir de seuils de vitesse. Alors, seuil de vitesse au pluriel, puisque en fonction des pays, des applications, voire même d'ailleurs en France, en fonction des façades et des usages, on a pu avoir différents seuils de vitesse qui ont pu être mobilisés pour dire à partir de quand on considérait que c'était une activité de pêche et jusqu'à quand on considérait que c'était une activité de navigation. Alors, ce choix du seuil de vitesse, il n'est pas neutre, hein, loin s'en faut, puisqu'il peut avoir des conséquences ensuite, parfois d'ailleurs assez importantes, sur les espaces qui sont considérés comme des zones de pêche. À l'inverse, pour ce qui concerne la donnée Valpena, il n'y a aucun pré-traitement qui soit nécessaire, puisque la donnée elle a été fabriquée pour ne concerner que finalement les zones de pêche. Donc, on se dégage de cette petite contrainte. Alors, si j'avance un petit peu, et je vous le dis, hein, je ne vais pas commenter l'ensemble du tableau ici, mais on va regarder d'un peu plus près maintenant pour les applications EMR. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un éventail de métriques qui peut être potentiellement assez large concernant la VMS et concernant les données Valpena, à ceci près que la donnée Valpena exclut l'effort de pêche. Hein, mais bon, pour les applications OMR, c'est pas tellement un problème, on va dire.
Les utilisations, ben, on voit qu'elles sont déjà généralisées sur toute une série de questions aujourd'hui. En termes de couplage, élément peut-être assez important, le couplage entre la donnée VMS et les données attributaires, ou voire des données économiques aussi, c'est parfois compliqué pour de la donnée VMS. C'est parfois compliqué parce que on a une résolution spatiale de la donnée qui peut être effectivement très élevée, parfois un peu trop fine. Je peux prendre l'exemple ici de la question du couplage avec de la donnée économique. La donnée économique, il est rare qu'on puisse avoir des données économiques de qualité à une échelle quotidienne, par exemple, ou à fortiori une échelle horaire. Donc, on va dégrader la donnée de façon à se reprojeter sur des pas de temps qui sont plutôt mensuels. Et donc, finalement, bah, on revient à la granularité temporelle qu'on peut avoir sur la donnée Valpena. Voilà. Autre élément qui est assez important, c'est en termes d'expertise. Et d'ailleurs, c'est même la raison pour laquelle finalement la donnée Valpena elle a été constituée à l'origine, à savoir, ce qui était souhaité, c'était de pouvoir impliquer les pêcheurs dans la cartographie de leurs activités, de façon à ce qu'ils maîtrisent complètement la chaîne technique de la donnée et qu'ils soient en capacité finalement de comprendre la façon avec laquelle et tous les enjeux techniques qu'il pouvait y avoir autour de la représentation. Alors que cette expertise, elle est fortement mobilisée pour la donnée Valpena, et on le comprend aisément, elle peut ne pas être du tout mobilisée dans le cadre de la donnée VMS, qui peut être collectée et traitée complètement en dehors des représentants de la pêche. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que sur l'ingénierie de la donnée, concernant les applications EMR, eh bien, c'est principalement le CEREMA qui fait le travail. Et puis, bien sûr, on peut avoir l'Ifremer qui fait aussi ce travail, mais plutôt pour des applications exploitation des ressources de la mer. Alors, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'enjeux qui sont attachés à ces différents types de données. On voit bien aussi que la question du couplage vers laquelle on va tendre maintenant dans la suite du projet sur ces deux grands types de données, ça pose aussi toute une série de questions qui sont liées à la forme même de la donnée. Donc ça, je le mets un peu en suspens pour l'instant et je voudrais surtout vous communiquer un certain nombre d'éléments sur la représentation de ces données-là, qui constitue le deuxième grand axe de travail, puisqu'en termes de représentation, se pose la question déjà toute simple de savoir ce que l'on veut représenter et quelle est la métrique la plus apte à restituer, enfin en tout cas à qualifier l'activité de pêche au regard de la question qui est posée. Alors ici, sur la base uniquement de la donnée VMS, et je suis désolé parce que je me rends compte que la résolution n'est pas terrible, eh bien, vous voyez qu'on peut avoir plusieurs métriques qui peuvent être mobilisées, qui disent des choses différentes, et pourtant, à la base, on a la même donnée. Donc, à gauche, en vert, vous avez le nombre de navires annuels maximum. En bleu, ici, sur la carte centrale, vous avez le nombre d'heures annuelles maximum. Et sur la carte à droite, vous avez la valeur économique en milliers d'euros. Hein. Donc, effectivement, la question qui peut se poser, c'est déjà qu'est-ce qu'on veut représenter? Parce que combiner de la donnée, c'est bien, mais il faut savoir à quelle fin et pourquoi on veut faire ça. Alors, on pourrait multiplier les différentes métriques, hein, je ne vais pas le faire ici, mais juste très rapidement sur les deux cartes que vous avez ici, donc la distribution du chiffre d'affaires. On peut aussi se poser la question d'ailleurs des périodes de référence. Sur la carte que vous avez ici à droite, on est sur plusieurs années, 2016, 2017, 2018, donc 3 années. Alors pourquoi 3 années? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas d'autres? Bon, voilà. On peut se baser sur le principe des années les plus récentes disponibles. Les années les plus récentes disponibles sont-elles les plus représentatives? C'est pas dit, c'est pas écrit. Donc, on ne sait pas. Donc, ça pose toute une série de questions, bien sûr. Ce que je viens de vous montrer pour la donnée VMS, c'est exactement la même chose pour la donnée Valpena, puisque la donnée Valpena, il y a différents indicateurs, comme je disais tout à l'heure, qui ont été développés. Ici, à titre d'exemple, sur la carte en haut à gauche en vert, vous voyez l'indicateur de densité, qui est tout simplement le nombre de navires par maille. Ici, sur la carte 2, en bleu, vous avez l'indicateur d'intensité, qui est le nombre de navires mois dans l'année. Et ici, vous avez l'indicateur de fréquence,
qui est le nombre de mois pendant lesquels la maille est travaillée. Donc, vous voyez que les mailles qui sont travaillées 12 mois, eh bien, occupent une zone, une superficie qui est assez importante. Bon, bref, là aussi, pour les données Valpena comme pour les données VMS, on est exactement sur le même genre de problématique. La deuxième question qui peut se poser, et qui n'est pas des moindres, c'est celle des échelles, finalement. À quelle échelle il faut qu'on représente ces données-là? Donc, vous voyez qu'ici, on a recyclé la carte que je vous montrais tout à l'heure, qui est une carte à l'échelle de l'ensemble des flottilles manche-atlantique qui font l'objet de ce dispositif Valpena, alors que sur les cartes que vous avez ici à droite, on est plutôt à l'échelle d'un parc. Ici, d'un parc éolien, c'est le parc dans la partie nord là, du banc de Guérande, ou ici, c'est le parc sur la zone de Courseulles, pour la carte que vous avez en bas. Quelle échelle? Ça renvoie aussi finalement à l'échelle de temps. Ici, on a une donnée qui est agrégée à l'échelle de l'année. Là, on a une donnée qui est agrégée à l'échelle de chacun des mois, en tout cas qui est ventilée et représentée à l'échelle de chacun des mois. Et là, c'est pareil, hein. Ça pose des questions en termes de représentation. Et là, on est uniquement sur de la carte statique. La carte dynamique permettrait de dire autre chose, en tout cas soulèverait aussi d'autres questions en termes de représentation. En termes d'échelle, ben, on voit bien que là, on a deux types de données qui sont différentes. Ici, on a les données du SIH avec une maille qui est assez large dans cet exemple. Et là, on a les données Valpena avec une maille qui est un peu plus fine. Comme je disais tout à l'heure, ces grands rectangles statistiques ont été divisés en 130 petites unités. Donc, c'est celle-ci que vous retrouvez ici. Et effectivement, alors vous voyez que déjà, on n'a pas la même donnée en entrée et après, on n'a pas la même échelle finalement de représentation qui correspond ici à l'échelle de collecte de la donnée. Et on voit que ça peut aussi raconter des histoires finalement qui sont assez différentes. Bon, je pourrais multiplier les exemples, je ne vais pas le faire, je continue d'avancer. Peut-être la troisième question, c'est celle de la forme. Sous quelle forme on peut représenter la donnée? Alors, la forme la plus simple, c'est celle que vous avez ici à l'écran pour la donnée VMS, c'est la forme brute, hein. C'est une information en soi de représenter les choses de cette façon-là. Et ça ne dit pas la même chose que la même donnée, hein, c'est exactement la même donnée que vous avez ici sous les yeux, mais qui est carroyée, donc représentée d'une façon un peu différente. Alors ça, c'est de la donnée AIS qui provient de Global Fishing Watch, justement. Pour prendre l'exemple de la donnée Valpena, et là aussi pour montrer deux modes de représentation qui sont différents. On a la même donnée en entrée. À gauche, vous avez la donnée carroyée standard de Valpena, et à droite, c'est la même donnée, mais qui est représentée sous la forme de carte de chaleur. Et vous voyez qu'avec la même donnée en entrée, on peut donner des images, somme toute, assez différentes finalement de la façon avec laquelle se passent les choses. Alors, si on continue aussi un petit peu sur la donnée Valpena, ben, on a différents types de représentations. Là aussi, on peut retrouver des questions comme de l'interpolation, etc. Enfin, bon, bref, on a toute une série de modes de représentation qui sont extrêmement variés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les questions ici du projet DataMap sur le lien pêche-EMR, et c'est même le fond finalement, l'objectif fondamental de ce projet, c'est d'arriver à mettre tout ça sur la table, à pouvoir le discuter pour essayer de trouver les éléments les plus pertinents pour le mieux possible prendre en compte les contraintes de chacun. Alors, on peut aller aussi en termes de forme jusqu'à des formes qui sont très figuratives. Ça, c'est la carte de synthèse des enjeux socio-économiques de la façade sud-atlantique, dans lesquels on va trouver ici, hein, vous voyez que vous avez en légende, en haut à droite, les pêches professionnelles qui sont symbolisées avec des petits pointillés ici, donc qui doivent, j'imagine, faire référence, ça n'est pas explicité dans la légende, aux zones considérées comme importantes selon des critères ici qui ne sont pas précisés. Alors, je pense que je suis arrivé au terme de mon temps et largement. Ce que je peux vous dire en guise de conclusion, pardon, c'est que ce qui est terminé dans le cadre du projet, c'est l'état de l'art et l'identification des différents jeux de données pêche. C'est la comparaison qui a été réalisée sur les deux principaux jeux de données dont j'ai parlé et pour lesquels vous avez vu un certain nombre d'éléments ici.
Concrètement, ce qui reste à faire en matière de combinaison, donc sur le premier axe, c'est notamment de définir des scénarios de couplage qui correspondent à des besoins opérationnels. Coupler de la donnée, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose si on veut coupler de la donnée, par exemple, pour faire de l'évaluation d'indemnisation individuelle ou faire de la pré-identification de zones d'implantation d'un parc éolien. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a défini ces scénarios de couplage, eh bien, voir ce qu'on peut faire en matière de combinaison des deux jeux de données en fonction de ces différents types de scénarios. Après, en matière de représentation, ce qu'il reste à faire, eh bien, c'est de réaliser ou de terminer, parce qu'il a été un peu engagé quand même, l'état de l'art sur les modes de représentation. Donc, de faire comme une espèce de bibliothèque de modes de représentation possibles, hein, comme une espèce de boîte à outils finalement, et ensuite d'aller les analyser, d'avoir donc une analyse un peu critique de ces différents modes, et puis une analyse aussi qui soit mise en perspective avec finalement, là encore, les besoins opérationnels, et sur cette base-là, de pouvoir proposer des modes de représentation qui soient plus pertinents pour l'activité de pêche dans cette application développement des EMR. Alors évidemment, tout ce dont on parle ici, on peut le comprendre assez facilement, c'est un sujet qui est sensible pour le développement de la filière éolienne, mais qui est aussi évidemment très sensible pour la filière pêche. Et c'est aussi, d'une certaine façon, exacerbé par l'actualité, puisqu'on va rentrer dans les jours et les semaines qui viennent pour une période de 6 mois qui va correspondre à un débat public à l'occasion duquel j'imagine que la question de la cartographie, de l'information géographique, notamment sur les questions pêche, en lien avec le développement des éoliennes, mais aussi en lien avec le développement des zones de protection forte, eh bien, ça risque d'occuper pas mal les esprits et les discussions. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si c'est un sujet sensible, le fait de travailler sur cette question, c'est aussi un levier d'une certaine façon pour chercher à mieux prendre en compte les besoins et les contraintes de l'activité de pêche dans l'identification des zones. Et je pense que c'est plus clairement en visibilisant tous les éléments aujourd'hui qui sont plutôt considérés comme des détails techniques et qui ne font pas l'objet de débats, eh bien, il faut arriver à visibiliser ces éléments-là et en débattre pour trouver les meilleures manières possibles d'identifier les enjeux pour chacun en ce qui concerne le partage de l'espace maritime. Donc voilà ce que je pouvais apporter modestement sur cette présentation du projet DataMap qui, je le rappelle, s'inscrit essentiellement autour d'une thèse et j'espère ne pas avoir traverti les propos de notre doctorant Gabriel Noiret sur ce sujet. Merci. Eh ben, merci à toi, Brice, pour toutes ces explications. Donc, on voit bien l'enjeu de la visualisation. Je vais me risquer un peu à un petit résumé de la fin. Enfin, c'est peut-être pas ça, mais moi, ce que je retiens un peu de ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'il y a un réel besoin d'outils utilisables par ces différents acteurs qui n'ont pas forcément tous les mêmes langages, mêmes contraintes, d'exposition objective des contraintes techniques et des usages quotidiens de chacun. Eh bien, c'est ce que je retenais de la fin de ton intervention, que cet outil-là, que votre travail, le projet DataMap, permet entre autres d'arriver à une proposition de ce type. Voilà, c'est ça, c'est non seulement objectiver, mais être capable de discuter tous les éléments qui sont fondamentaux dans la définition finalement des priorités, des intérêts de chacun. Mmh. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement. Alors maintenant, je vous invite, si certains d'entre vous ont des questions, qu'ils n'hésitent pas, c'est le moment, on a le temps, on peut même vous donner la parole en audio, vous avez même le loisir de montrer votre petite tête pour nous poser une question si vous le souhaitez. Et si vous êtes un peu timide, moi je peux essayer de me lancer sur une première question. Je sais pas je sais pas du tout si ma question va être bonne, mais j'ai été interpellé à un moment quand tu présentais les jeux de données, notamment les différenciations de ce qu'il pouvait y avoir dans ces différents jeux de données, et j'ai notamment sur la partie de données attributaires. Quand tu as précisé qu'on pouvait, peut-être que je rentre dans un détail, hein, là tu vas me dire, j'ai été un petit peu interpellé sur la notion d'espèces de poissons qu'on pouvait observer. Et à un moment, tu nous expliquais que dans certaines données attributaires, on ne pouvait suivre que 3 espèces de. Et je voulais savoir pourquoi que 3, est-ce que c'est déclaratif ou pas, et voilà, avoir un peu de précision sur ce petit point qui m'interpellait brièvement. Ouais, ok. Donc, en fait, ça tient au format de la donnée Valpena, c'est-à-dire que dans le protocole,
Mhm. les pêcheurs, les patrons pêcheurs sont enquêtés mensuellement sur les zones dans lesquelles ils vont pêcher. Et ce qu'on demande, c'est pêcher avec quel engin. Et donc là, Ouais. si dans la zone, il y a eu 2, 3 ou 10 engins différents qui ont été mis en Mhm. œuvre, à chaque fois, on collecte l'information. Et pour chaque engin, on limite le nombre d'espèces considérées comme ciblées à 3. C'est-à-dire que si le navire est allé dans une zone pour pêcher avec un chalut, Ouais. 3 espèces qu'il recherchait en particulier. Alors c'est vraiment cette question d'espèces ciblées qui est importante, hein, parce que c'est pas forcément les espèces qu'il va ramener ici dans l'exemple de son chalut, c'est les espèces qu'il C'est compte, l'intention, qui a d'accord. Et c'est l'intention pour ça d'aller. qu'on lui demande d'être limitatif, d'accord. Ok. C'est ça, tout à fait, ouais. Parce que sinon, on se rend compte que l'information tout de suite, elle peut devenir un peu trop générale, et puis on s'éloigne finalement de ce qui constitue la base de la stratégie du pêcheur, à savoir l'espèce qu'il va cibler, quoi. D'accord, je comprends mieux. Si on ne fait pas cet exercice-là, il est très probable qu'on arrive à la fin à ce que tout le monde cible tout le temps et qu'on n'arrive pas à prioriser ces choses-là. Si je fais un petit raccourci. On peut le dire comme ça, ouais. Bon, ok. Et bon, très bien, merci. Je regarde. Ah ben, nous avons des. Ah ben, c'est pas des questions, mais je vais quand même les reporter. C'est des remerciements pour ce webinaire et la qualité de ton intervention, hein. Donc, je tiens à te le relayer. Et donc, je vois que nous n'avons pas de questions particulières. Mais écoutez, ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est que nous en restions là. Je vous remercie toutes et tous. Si jamais par la suite, certaines interrogations, questions, demandes Alors, de compléments je vois qu'il y d'information a, interviennent. je vois qu'il y a Oui, une question. vas-y. Ah, mais oui, tu vas plus vite. Mais oui, il y a une question qui est ouverte, mais qui nous dit bien merci de cette présentation, Monsieur Armand Cantel. Et on le remercie de ce remerciement. Mais ce n'est pas une question, c'est une D'accord. remarque. Mais, Je ne sais pas si je peux prendre la parole. mais oui, allez-y, tout à fait. Et même si vous n'êtes pas Ouais. timide, n'hésitez pas à mettre votre caméra à vos doigts. J'étais en train de taper, mais je n'écris sans doute pas assez vite. Allez-y, je Bonjour vous à en tout prie. le monde, merci bien Brice. Là, il y a un seul point qui me gêne un petit peu sur la thèse, mais comme tous nos débats, Je vous ai perdu. et on est toujours sur ce prévisionnel de l'ancienne PPE. Donc, on considère comme acté le fait qu'il y aura une répartition, une programmation pluriannuelle de l'énergie, mais avec une part importante des EMR. Au niveau européen, c'est violemment acté. Au niveau français, c'est considéré depuis la parole du président de la République de février 2022 comme acté aussi. Sauf que il s'avère que pour ceux qui sont en mer, ceux qui travaillent, et les pêcheurs en particulier, ce n'est pas vraiment vraiment le cas. Et j'ai trouvé enfin, c'est une inquiétude, c'est que l'on passe un peu rapidement sur la thèse sans faire un petit préambule qui signalerait ce point-là. C'est-à-dire que malheureusement, ce n'est pas acté, accepté, ou quand on parle d'acceptabilité, c'est sur l'idée de départ, même quand on fait comme ça va se passer maintenant avec la commission de débat public, on va parler de l'opportunité de ce choix. Si on voulait vraiment ne rien mettre sur la mer et avoir de l'énergie, on mettrait des centrales électronucléaires partout et on aurait le résultat au maximum. Donc là, c'est ce point-là qui moi, me semble manquant un petit peu parce qu'on est passé très vite dessus. Et après, bien sûr, on développe toute cette partie technique qui nous aide à préparer et puis à aller faire la guerre après pour défendre le secteur de la pêche. Mais déjà, dès le début, bien acter ce fait que a priori, la prochaine PPE laissera l'obligation de mettre ces machines en grand nombre avec beaucoup de gigawatts potentiellement en production. Voilà, c'était juste ce point-là. Merci beaucoup pour le reste. Merci Armand. Bah, je vais répondre assez rapidement. Bah, ce que je peux dire, c'est que en fait, ce projet et donc cette thèse, ça a commencé avant même que ne soient clarifiés, entre guillemets, les objectifs de la PPE en cours, et a fortiori de la prochaine PPE. Donc, j'ai envie de dire que cette question, elle est un peu extérieure à la thèse. Enfin, pour moi, c'est pas dans le sujet complètement. Par contre, ça fait partie des éléments qui sont quand même dans nos écrans radars et qui sont travaillés, mais j'ai envie de dire là, dans le cadre d'une autre thèse,
qui n'est pas financée dans le cadre de WIMEC, donc sur laquelle je ne vais pas m'étendre, mais je vais simplement indiquer que au sein du laboratoire, on a un doctorant qui travaille sur la question des mobilisations sociales autour du développement de l'éolien en mer, pour voir ce que ça dit aussi, qui s'oppose, comment, c'est quoi les registres d'action qui sont menés. La question que tu évoques qui est vraiment pertinente de mon point de vue, elle relève plutôt de ce sujet-là, ou d'autres réflexions d'ailleurs que ce sujet dont j'ai parlé aujourd'hui, qui est effectivement alors, on peut peut-être le regretter parce que on a une vision un peu en silo ici, mais dans le cadre de ce projet, on est vraiment sur un abord technique, ça c'est clair. Ouais. Merci Brice pour cette réponse. Et je vois que nous avons une question de Madame Audrey Olivier qui lève la main. Madame Olivier, je vous invite à prendre la parole. Ce que je vais faire, je vais débloquer votre micro. On peut vous entendre et à vous de voir, même si vous le souhaitez. On peut même... Voilà, on doit pouvoir vous entendre. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir, moi je suis Audrey Olivier, je travaille au comité des pêches du Morbihan et j'avais une petite question. Quelle était l'articulation de ce travail avec le projet zone d'importance pour la pêche qui était porté par le CNPM? Alors, il n'y en a pas vraiment, dans le sens où le projet ZIP, zone d'importance pour la pêche, c'est un projet qui ne va pas du tout s'intéresser aux données VMS, qui exploite uniquement de la donnée Valpena. Et donc qui n'a pas pour objectif, comme c'est le cas ici, de travailler sur la combinaison de Valpena avec la donnée VMS. Alors par contre, il est vrai, mais il est vrai qu'il y a toujours un peu de porosité, parce que dès lors qu'on travaille sur la donnée Valpena, alors soit dans le cadre d'ailleurs de Valpena en tant que tel, soit dans le cadre d'un projet comme Datamap, bah, ça peut éclairer et réciproquement des questions qui sont abordées dans le cadre d'un autre projet. Mais on est quand même là sur deux objectifs distincts avec finalement deux jeux de données qui sont... Alors pour l'un, le répond bien à ta question, Audrey. Merci. Je t'en prie. Merci. Si nous avons d'autres questions, c'est le moment. Roulement de tambour, 17h54, plus d'autres questions? Eh bien non. Eh ben, je vous remercie tous et toutes. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous vous diffuserons donc il y aura une vidéo du replay sur notre page YouTube. Il y aura également l'accès à la présentation qui vous sera proposée sur cette même page qui reprendra le relais. Et puis j'ai envie de vous souhaiter une très bonne fin de journée, de vous dire à toutes et à tous à très bientôt et pour de nouvelles aventures sur les webinaires WIMEC et d'autres liés aux ENR.